Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours, vous le savez, c'est une émission qui est toute consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on passe à table, une émission toute consacrée au bon manger. Chers amis, que mangez-vous samedi ? Eh bien, si vous n'avez rien de prévu, je viens vous proposer les repas de l'année avec Miamzel Margot, traiteur à la Ferrière. Réfléchissez, chers amis, que faites-vous samedi ? Eh bien, que faire à manger ? Ça, c'est une question parfois un peu casse-tête. Eh bien, plus aucune hésitation, confiez votre repas à Miamzel Margot. Virtuose du piano de cuisine, elle va vous offrir une symphonie de saveurs avec des produits locaux et des produits de saison. Parce qu'elle sait lire dans les lignes de la faim, elle vous composera un menu sur mesure, en qualité, en quantité et, cerise sur le gâteau, elle vous le livrera à domicile. Traiteur, un métier soumis à rudes épreuves pendant cette période de crise sanitaire. Alors comment s'en sortir ? Que proposer ? Comment innover ? Et puis sur quoi repose le concept de Miamzel Margot ? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Karine Margot. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. On est très heureux de vous accueillir et puis dans un instant, on saura un peu plus du concept Miamzel Margot. Avant de passer à notre entretien, je vous présente nos deux Jean-Pierre. Hein, ben oui, ma foi. Oui. Oh les lures. Voilà, Jean-Pierre Bertrand qui salue, Jean-Pierre Pouvreau. On va comme on l'aimait. C'est ça. Et alors, Jean-Pierre Pouvreau, vous jouez au rugby, non ? Non, c'est pas des ballons de rugby. Ça bosse et ça cabosse. Ça cabosse dur. Ouais. Alors, des cabosses de 3 couleurs suivant le pays de production du chocolat. Ouais. Et des cabosses dans lesquelles sont renfermées les fèves de cacao. D'accord. Du cacaoyer. C'est là que ça vient. Ah oui, Voilà. oui, chaud cacao. Voilà. Et là, bon, c'est le chocolatier Maurice de Chaland qui crée des chocolats, des mélanges personnels suivant plusieurs baies, plusieurs cabosses différentes selon les pays. Et il fait des mariages chocolatiers fort réussis. Ça se passe à Chaland. À Chaland. Très bien. Maurice. Chez Maurice. Il est incollable sur tous les sujets. Vous lui parlez traiteur. Je suis sûr qu'il a trouvé des archives sonores et images sans problème. Jean-Pierre Bertrand. Oui. Bah oui, fastoche. Oui. Bah, disons que c'est pas un métier nouveau, quoi. Ah oui. Mais il a radiqué. Enfin, oui, si. Il a changé. D'accord. Alors. Ah bon, vous avez le sens du suspense. On en saura plus, c'est bien. Surtout au milieu des traiteurs. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Quand même pas un métier dont on parle tous les jours. C'est vrai. Karine Margot, Miamzel Margot, c'est donc à la Ferrière. C'est une toute jeune entreprise. Oui, alors ça fait 2 ans et demi que c'est créé. Alors, j'ai l'impression que ça fait à la fois longtemps et à la fois c'était effectivement hier. J'ai l'impression encore de roder certaines choses. Ouais. Mais c'est bien, ça aussi, ça veut dire que je m'inscris pas dans quelque chose de... Oui, la monotonie. C'est ça. J'essaie de me renouveler aussi et de m'adapter, et surtout en ce moment. Oui, sur un contexte, parce que c'est quand même, quand vous dites 2 ans et demi, mais c'est quand même dans un contexte très particulier. C'est ça, 2 ans et demi, et je pense pas avoir fait de temps, on va dire, normal. C'est 2 ans et demi particulier, en dents de scie, à se renouveler, mais c'est bien, c'est un challenge. C'est bien. On relève. C'est bien de le voir comme ça. La cuisine, c'est une passion que vous avez depuis longtemps ? Oui, toujours. C'est vrai ? Oui, en fait, c'est quelque chose que je partageais avec ma maman. Alors que quand je dis partager, elle est encore là, tant mieux, mais c'est qu'on ne vit plus ensemble. Oui. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, c'est d'ailleurs un des rares moments qu'on partageait. J'avais une maman qui était très occupée. J'ai 4 frères et sœurs, enfin on est 4 en tout, donc voilà. Mais ces moments-là, c'était nos moments à tous les deux. Vraiment à toutes les deux et que à toutes les deux. D'accord. Voilà, sans qu'il y ait de choses tactiles, mais en tout cas, il se passait quelque chose entre nous, et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, quand on est en 3e, il faut décider d'une orientation professionnelle. Souvent, c'est quand même un peu les parents qui aident. Et je pense qu'elle a vu en moi quand même peut-être une petite passion, quelque chose. Et voilà, je suis parti là-dedans, et sans jamais y déroger, ou presque. C'était le bon chemin. C'est ça, exactement. Et alors, quand on cuisine avec sa maman, il y a une transmission des recettes. Est-ce qu'aujourd'hui... c'est aussi un savoir-faire que vous appliquez ? Est-ce que des recettes qui ont été faites à l'époque quand vous cuisiniez avec votre maman ? Alors ma maman, je pense qu'elle n'avait pas de technique. Moi, c'est ce que j'ai appris, la technique. Je pense que par contre que ma maman avait de la passion dans ce qu'elle faisait, dans les produits qu'elle travaillait. Et ça je l'ai emmagasiné dans ma tête, en fait. Et j'ai juste appris la technique pour allier les deux. Et ça, enfin, je m'adresse à Jean-Pierre Pouvreau. J'imagine que la passion, ça se sent aussi dans la cuisine, la façon de cuisiner
forcément. C'est pas qu'une histoire de technique. Non. La Ah cuisine. non, surtout pas. Ouais. Non, on est imprégné de ce qu'on a vu, des odeurs, de tout. Ouais. On vit avec la cuisine. Et quand on commence à faire des recettes, mais ça vient très vite. Très vite, on a tellement revu plusieurs méthodes différentes qu'on assimile rapidement des nouvelles techniques de cuisine. C'est ça, je pense qu'on a une base de ce qu'on a vu, effectivement. Ouais. Je pense que la personnalité rentre un petit peu dedans dans le temps avec la maturité, mais la base reste la base. Et ma maman faisait beaucoup de plats mijotés, parce qu'on avait un poêle à bois, et je la revois faire mariner sa viande, la cuisiner un jour, et le lendemain la mettre sur le poêle à bois, et on la mangeait que ce 3e jour. Et ces plats-là, enfin pour moi, c'est ces plats-là les meilleurs, vraiment. Ceux qui sont mijotés et remijotés le lendemain. Alors, le concept de Miamzel Margot, c'est quoi? Alors d'abord, ça vous fait accrocher Miamzel Margot. Oui, Miamzel. Mais en fait, il y a une vraie raison à ça. C'est Mademoiselle Margot qui est mon nom de famille, et le Miam évidemment pour le côté culinaire. Donc Miamzel Margot, finalement, c'est pas. Mais... C'est relativement simple finalement, il n'y a pas de choses trop farfelues. En fait, j'ai toujours fait de la cuisine, d'abord à l'école, puis après chez différents traiteurs, des restaurants, etc. Et avant de vouloir arrêter la cuisine, parce qu'à un moment donné j'ai voulu arrêter. C'est qu'en fait je travaillais pour un traiteur et on avait des clients, j'avais l'impression que les clients jetaient beaucoup, ne comprenaient pas ma cuisine. Bon, je défendais un produit un peu de saison, mais non, ils voulaient de la tarte aux fraises à tout prix en décembre. Et je disais, ben non, mais en fait, c'est que tant pis, c'est moi qui suis plus au fait de la cuisine, donc tant pis, je change de métier. Et j'ai voulu me former pour être paysagiste, parce que c'est un peu ma deuxième passion. Après, c'est complètement en lien, finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas si loin. Ça fait une seule et même chose. Et donc, j'ai été formée à la Ferrière, à la MFR de la Ferrière, en tant que technicienne jardin espace vert. Et donc, j'ai été diplômée au bout d'une année de formation. C'est un peu comme ça que ça a commencé, d'ailleurs. Donc, c'est une attention particulière sur les saisons, sur les... Forcément, donc on retrouve ça en cuisine alors. Oui, c'est ça. Alors, là, en tant que traiteur, ça m'arrive encore, des gens qui veulent faire un anniversaire au mois de décembre et puis je leur demande quel est votre gâteau préféré. Le fraisier. Alors je dis, c'est promis, je vous en fais un, mais pas maintenant. Pas maintenant. Je vous en ferai un cet été. Rappelez-moi cet été, je vous en fais un, mais pas maintenant. Et finalement, les gens, ça passe bien. Enfin, ils rechignent pas à ça, ils comprennent parce que j'ai pas envie de vous faire une tarte aux fraises qui sera pas bonne, ça n'a pas de sens. Donc on va les manger au mois de juin quand elles sortiront de mon jardin ou d'un très beau verger, quoi. Enfin, on va être patient, on va attendre. attendre. C'est ça, on va attendre et on va les manger au bon moment. Un petit peu pour mieux déguster. C'est ça, pour qu'elles soient meilleures. Donc ça c'est vraiment important pour moi. Et alors, vous vous adressez à qui fait appel à Miamzel Margot? Finalement, je m'aperçois un peu de tout le monde. Tout le monde, Alors, tout le monde, en toute catégorie, en tout cas confondu. J'ai des entreprises, j'ai des mairies, j'ai des banques, j'ai des particuliers, des gens plutôt aisés, des gens qui le sont beaucoup moins, qui économisent pendant une bonne année ou qui choisissent. Et c'est aussi pour ça que ma carte, elle est montée d'une certaine façon, où les prix sont un petit peu harmonisés. D'accord. Peu importe les plats qu'on prend, j'harmonise les prix. Alors forcément, il y a des plats où je gagne mieux ma vie, moins de marge et d'autres pour certains. Mais ce que je veux, c'est que les gens choisissent le plat parce qu'ils aiment ce plat, pas parce qu'ils n'ont pas les finances de s'acheter celui du dessus. C'est pas à défaut. Non, voilà, c'est ça. S'ils ont fait ce choix, c'est parce que c'est celui-là qu'ils voulaient manger. Et du coup, je pense que ça marche bien comme ça. Parce que c'est vrai quand vous dites une collectivité ou restauration scolaire, on n'est pas sur les mêmes tarifs qu'un comité d'entreprise. Non. Alors ça c'est la grande, la spécificité de mon entreprise, elle est un peu comme scindée en deux, on va dire. Du lundi au vendredi, je propose mes repas aux stagiaires de la MFR de la Ferrière, sur inscription uniquement. Il n'y a aucune obligation. Aucun caractère obligatoire. C'est ça, pas du tout. Ils connaissent les menus à l'avance. Ils s'inscrivent une semaine à l'avance. C'est un petit peu ça la contrainte. Par contre, moi, quand je vais faire mes courses, je n'achète que ce qui est vendu. Et du coup, zéro perte. Il n'y a pas de perte. Zéro perte depuis 2 ans et demi. Je n'ai jamais rien jeté, jamais. C'est aussi une gestion des stocks, mais c'est aussi ce système d'inscription au préalable. Et donc, du lundi au vendredi, c'est ça. Et le samedi, dimanche, c'est plutôt de l'événementiel, des mariages, anniversaires, bar mitzvah, n'importe quoi. N'importe quoi, je suis là. Donc, avec des quantités différentes, on peut oui, alors le moins que j'ai fait, ça reste exceptionnel et ne m'appelez pas pour ça. Mais j'ai déjà fait pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Ça m'était arrivé. Mais une dame qui était enceinte, qui était au bord d'accoucher. D'ailleurs, elle pensait même accoucher ce jour-là. Et elle m'a touché. Et du coup, j'ai dit, allez, ok, on y va. On y va, je vous le fais. Parce que c'était leur anniversaire de mariage. Et elle était tellement déçue de ne pas aller au restaurant. Et elle m'a appelé, mais presque un peu désespérée. Je dis, ok, on y va, je cuisine pour vous.
Là, il n'y a pas de notion de rentabilité quand oui, on cuisine pour 2 personnes. C'est juste de l'amour, c'est tout, quoi. C'est bien. Mais après, j'ai déjà fait jusqu'à 500 personnes. C'est pas forcément les meilleures expériences pour moi, c'est dur. Je suis pas très bonne sous le stress. Je travaille pas très bien sous pression. Donc voilà, c'est toujours beaucoup. C'est plus dur pour moi et on est plus dans l'anonymat. Moi, j'aime bien partager les choses avec les gens. C'est aussi pour la rencontre, j'imagine qu'on fait ce métier. C'est ça, je fais beaucoup de fêtes d'anniversaire, souvent d'ailleurs, où les gens sont 25, 30, 40, 50. Et en Vendée, on a cette chose où régulièrement une petite vidéo passe et retrace un peu la vie de la personne. Et je partage ça avec les gens. D'accord. Je pleure souvent avec les gens parce que même si je les connais pas, mais oui, c'est ça, même si je les connais pas, à un moment donné, je partage l'émotion de tous les gens qui sont là. Et moi, j'aime bien. C'est ça qui me remplit en fait. C'est super. Vous en parlez bien en tout cas. On reparlera dans un instant aussi de la composition des menus. Est-ce qu'on est sur des choses sur mesure ou pas? Mais avant, je vous propose une petite pause gourmande. Bien que dans cette émission, maintenant, depuis la crise, on ne mange plus. Mais allez, on va l'imaginer gourmande. C'est avec Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Le chaud chocolat du cacaoyer, voilà. Voilà, alors bon, j'ai ramené des cabosses qui sont de couleurs différentes selon les pays de production. Apparemment, le chocolat est d'origine de l'Équateur. On en récolte en Amérique du Sud, bassin amazonien. Voilà. En Inde également, bien sûr, en Inde également. Quelques semaines. Avec 20 degrés nord, 20 degrés sud. Bien sûr. Amérique du Sud, Asie, Malaisie, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Bon, ça s'est développé dans tous les pays tropicaux. Puisqu'il faut savoir que pour qu'un cacaoyer pousse, il faut qu'il pousse avec de la chaleur et à l'ombre d'un grand arbre. Donc ça pousse en dessous les palmiers, il faut qu'il soit couvert. Voilà, dans la canopée, il peut très bien pousser. Voilà. Il lui faut de l'ombre et de la chaleur. Voilà. Il faut savoir que sur une cabosse, il y a à peu près 600 fleurs. Voilà. Et donc il y a pratiquement autant de baies de fèves. Bon, les cabosses servaient de monnaie d'échange entre les producteurs et c'était une valeur de commerce. Les Indiens d'Amérique du Sud intégraient le chocolat dans leur rituel de mariage. Voilà, souvent ils offraient des robes à la mariée, ils offraient un tabouret qui était décoré avec des cabosses de couleurs différentes. Voilà, et ça représentait leur flamme amoureuse. Ça représentait leur flamme amoureuse. Et ça représente les vertus du courage, de la fertilité, et c'est soi-disant aphrodisiaque. Soi-disant aphrodisiaque. Ça incarne le monde d'en haut et d'en bas. Voilà, c'est une espèce de mariage. Voilà. Donc le chocolat a été ramené en Europe par les conquistadors espagnols, qui ont conquis toutes ces régions-là, sous Louis XV. Voilà, et bon, ils ont ramené du beurre de cacao qui a été distribué et ils ont commencé à déguster leur premier chocolat. On peut faire des mariages complètement différents selon le lieu de production du chocolat et déguster ça avec beaucoup de plaisir. Et donc ça, c'est le chocolatier Maurice qui m'a prêté les cabosses. C'est lui qui est fabricant de chocolat, qui crée des chocolats uniques, il fait ses mélanges. D'accord. Et on le voit un petit peu dans son laboratoire. Voilà. Et donc il crée tous ces chocolats qui vend pendant les fêtes et surtout hors des fêtes. Ça veut dire que c'est pas qu'un produit festif. Saisonnier, non, pas du tout. Voilà. Une des recettes traditionnelles que j'adore, c'est la poire belle Hélène. Là, c'est la saison des poires. On peut récolter des poires d'hiver qui se conservent et on peut faire de délicieuses poires belle Hélène. Poire belle Hélène. Alors, poire à cuire dans un courbouillon avec un petit peu de cannelle, si on veut, dans le courbouillon, pour parfumer un tout petit peu la poire, c'est un petit peu exotique. Et après, on fait fondre du chocolat. Et moi, j'aime bien rajouter du café. Vous me direz, je mets toujours du café avec le chocolat. Alors moi, je le fais fondre carrément dans de la crème. D'accord. Fraîche. Quand même. Dans de la crème fraîche, et je rajoute peut-être 10% de chocolat, de l'expresso, et ça déculpe le goût du chocolat de façon fabuleuse. Alors, boule de glace,
la poire qu'on a fait cuire dans un petit sirop aromatisé. Et puis après, on nappe de chocolat chaud à l'envoi. Et moi, je déconseille de mettre de la chantilly. Parce que la chantilly, ça adoucit le goût général. Moi, je déconseille de la chantilly. Systématiquement, dans la part belle Hélène, on a de la chantilly. Moi, je suis contre. Je préfère avoir plus de chocolat et moins de chantilly. C'est un goût personnel. Alors après, bon, il y a plein de recettes de mousse au chocolat. Et alors, j'ai découvert ça chez un copain l'autre jour. Alors lui, il récupère la cuisson des pois chiches. Ouais. Et avec la cuisson des pois chiches, eh ben, ça devient réel. On fait mousser ça au batteur. Et alors là, il y a un goût de mousse au chocolat, mais qui est d'une pureté. Ah bon? Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'adjuvant. Il n'y a que la cuisson des pois chiches et le chocolat chaud. Enfin, ça devient une mousse. D'accord, c'est bien. Ça pour les gens qui sont allergiques aux oui. œufs. Alors, allergiques aux œufs Oui. ou par choix alimentaire. Par choix alimentaire, oui. Ils peuvent quand même manger de la mousse au chocolat. Oui. J'ai appris ça il y a quelques années. C'est quand même relativement récent, on va dire. Oui, Et j'étais tellement surprise que je me suis dit, ça faut que j'essaye parce que ça sent Et puis ça a marché. ça sent la recette moyenne d'internet. Et ben ça a marché. Non, J'étais ça surprise et j'ai fait goûter ça à certaines personnes sans leur dire que c'était de l'eau de cuisson des pois chiches et qui n'ont pas trouvé le goût. On ne trouve pas le goût de pois chiches. C'est presque un petit peu magique. Ouais. Ouais. Ah, c'est magique, ah ouais. Et puis il y a une pureté qui s'échappe. Oui, ça marche. Il n'y a pas d'œuf dedans, rien, c'est nature, c'est que la cuisson des pois chiches et le chocolat. Essayez. C'est vrai. C'est bon à essayer. Voilà pour parler du chocolat. Bon, autrement, Maurice est un créateur de nouveaux arômes à base de chocolat de divers pays. À Chaland. À Chaland. Eh ben merci, Monsieur Pouvreau. Mais c'était avec Et plaisir. puis mes amitiés à la belle Hélène. Ah ben j'appelle la belle Hélène. Elle se reconnaîtra. Ah ben elle va se reconnaître tout de suite. Oui. Une bonne C'est poire. une bonne poire. Allez, on arrête la poésie. Karine, je reviens vers vous. Comment ça se passe pour l'élaboration des menus? C'est vous qui décidez et les gens choisissent? Ou alors, par exemple, je fais une petite fête et je vous appelle et puis vous me demandez un petit peu ce que j'aime. Comment ça se passe? Alors là, on est sur le côté événementiel, Ouais. puisque le côté semaine, c'est encore différent. C'est encore différent. Le côté événementiel, alors j'ai écrit une carte au début, je n'avais pas écrit de carte. Et je suis entouré de gens avec qui j'ai travaillé en cuisine et tout qui m'ont dit mais c'est une hérésie, enfin, tu peux pas t'adapter à chaque fois, les gens sont à la recherche, avant de t'appeler les gens veulent savoir qu'est-ce que tu proposes, tes tarifs, je dis mais quand même les gens ils m'appellent, on en discute, enfin, moi je trouvais que les rapports humains manquaient donc on m'a dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je rêve, donc j'ai écrit une carte quand même, évidemment sur une carte c'est pas pour me faire des fleurs mais on peut pas marquer tout ce qu'on sait faire, sûr. Donc bon on va au principal et les gens m'appellent. Et en général, colle à la carte. C'est assez rare les gens qui dérogent à ça, mais à chaque fois je leur dis si vous avez une envie particulière, quelque chose, on y va, on en parle en tout cas. Ouais. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais l'élaboration d'une carte, c'est pas si simple. C'est beaucoup de temps parce qu'en fait à chaque recette il faut y faire une fiche technique qui est grammée, qui est au cours des achats, alors avec plus ou moins de variations, en y ajoutant les charges, en y ajoutant le bénéfice, en y ajoutant, et c'est vraiment un travail de longue haleine, et quand on est toute seule à travailler c'est beaucoup d'heures en plus, alors c'est toujours un plaisir hein, mais beaucoup de temps. L'aspect présentation, puisque vous parliez tout à l'heure d'une femme qui ne pouvait pas aller au restaurant, mais on reçoit la nourriture chez soi. On a le plaisir aussi de la présentation, j'imagine, qui est très soignée. Alors d'abord, il faut savoir qu'en raison du concept que j'ai un peu choisi d'éviter, voire de ne pas faire du tout de déchets, je présente tout dans des verrines en verre, sur des ardoises. Donc les gens doivent revenir me ramener les ça. contenants. Mais c'est bien parce que du coup, je revois les gens et j'ai un retour, excellent. Exactement. Et en plus, souvent, je revois les gens juste face à face, donc il y a une vraie honnêteté. On ne dit pas devant les invités, oui, c'était super, ou c'était pas bien. Enfin, c'est vraiment honnête. Et du coup, quand je dresse donc en assiette ou en ardoise, en tout cas, oui, c'est présenté comme si on allait au restaurant. Et souvent, alors ça, c'est peut-être la touche féminine, mais les gens me disent, c'est plein de couleurs, c'est frais. C'est important. Mais c'est 50% de gagner déjà, en fait. Si on a déjà envie de manger, c'est déjà gagné, quoi. La même chose mis en pâté, et ben ça marchera beaucoup moins bien, c'est sûr. Alors, il y a la présentation, mais il y a aussi la traçabilité. Qui sont les fournisseurs? Qu'est-ce qu'on met dans le plat? C'est ça.
ça. J'imagine Alors là, que j'ai vous avez une attention obligation, particulière. j'ai une obligation légale, d'abord. Chez moi, j'ai une demi-pièce qui est remplie déjà avec toutes les petites étiquettes que je colle de de tous les produits que j'utilise. J'archive toutes les courses que je fais chaque semaine. Enfin, c'est le côté très légal. Après, il y a un engagement qui est un peu plus moral, où moi, j'ai envie de faire travailler les gens au plus proche de chez moi. Alors, quand je dis au plus proche, j'essaye dans les 20 km, mais ça peut être 50, 100. En tout cas, J'utilise aussi du chocolat et parfois des avocats. Il y a un moment donné où il ne faut pas se leurrer. Je ne les fais pas pousser dans mon jardin. Mais en tout cas, ce que je dis toujours, c'est de faire au mieux. Et en fait, c'est ça, moi, mon idée, c'est que je fais toujours de mon mieux. Et donc, après, ça va être les vergers vendéens, les vergers de Vendée, ça va être les entreprises vraiment locales, même pour le bœuf ou pour le porc, le plus près de chez moi. Ouais. Très bien. Si possible, en tout cas. On marque une petite pause avec Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, alors les traiteurs d'hier, c'était des gens qui étaient appelés, comme vous, pour des événements. Mais globalement, c'était les bouchers. Ah oui, le boucher qui... Le boucher. Et le boucher était invité à la noce. C'est lui qui allait dire ce qu'il fallait en quantité acheter et qui allait dire tel veau, celui-là mérite d'être... ça vous fera tant de parts, patati et patata. C'est lui qui amenait tous les couverts. Ah oui, donc il la vaisselle. Voilà, la vaisselle, parfois les tréteaux, les tables. C'était son boulot. Et puis, il avait son personnel attitré, des femmes qu'il connaissait, mais il désignait qu'il fallait que les familles, si c'est pour un mariage, trouvent au moins X femmes capables de ci, X femmes capables de faire la vaisselle, capables de l'aider en cuisine, mais capables aussi d'aller servir, desservir, etc. Donc c'était le maître de cérémonie. C'était ça le traiteur d'autrefois. Et le terme traiteur était utilisé déjà à l'époque? Oui, parce que ces deux personnes, et ces deux personnes-là parlent qu'on était traiteur pour les autres. D'accord. Hein, voilà, donc on va entendre ces gens-là. Il y a le premier, là, André Corbeau de Saint-Jean-de-Beugnet, se souvient même aussi jusqu'à s'occuper des vins. Ah oui. Ah oui, d'accord. Hein, dans certaines familles, on leur demandait de choisir ça aussi, des vins. Dans le monde paysan, on avait sa barrique. La barrique, où on avait le voisin avec lequel on avait échangé la moitié d'Ogoré. Donc ça, c'est... Pour avoir la moitié d'une barrique, puis etc. Mais voilà, c'était aussi dans la fonction du traiteur. Voilà, en tout cas, à Saint-Jean-de-Beugnet. On écoute. On écoute. Et la fourniture du mobilier ou des ustensiles pour le banquet, la vaisselle, le mobilier. C'était le traiteur qui fournissait tout, quoi. Il avait toujours les assiettes, les verres, les plats, tout. Même ses serveuses et serveurs. Mais je crois que les parents de la mariée ou du marié donnaient le sommelier, plusieurs sommeliers, parce qu'ils se partageaient le vin. Les parents des deux côtés donnaient le vin. Alors, ils choisissaient les bons vins, quoi. Alors, il y avait les sommeliers qui remplissaient les carafes et puis qui mettaient sur la table et puis même qui servaient. Ce que vous disiez du vin. Ah oui, et ce qu'on a pu remarquer sur ces images, quand c'est un mariage ou une grosse fête, il y avait la photo du personnel de cuisine. Oui. Hein, il y avait un vrai respect, un vrai hommage, et d'être demandé pour aller servir à la noce de quelqu'un, c'était un honneur. C'était un honneur, absolument. Et en parlant de photos, on a vu aussi quelques clichés de Miamzel Margot. Voilà. Comme toujours. On associe les deux. Bon, le deuxième sujet, c'est Colette Dupé, qui est de Véret, et qui va nous parler à nouveau de l'organisation des noces, avec justement ces bouchers. On écoute. C'était les bouchers, donc pour les mariages. Ah oui, c'était le boucher qui faisait la noce. Même nous, c'est les dés du château. La calèche aujourd'hui. La calèche qui... Il y avait soit un boucher ou soit une cuisinière. Il y avait des femmes qui étaient cuisinières qui donnaient la main au boucher. Ma marraine était cuisinière, elle faisait les repas de noces. J'ai souvenir de ça. Faire cuire, faire la présentation des plats et tout ça.
Mais c'était le boucher qui venait déjà tuer. Qui tuait la bête, qui détaillait la viande, qui préparait tous les morceaux, et la cuisinière faisait cuire. Mais est-ce que le boucher apportait aussi des ustensiles oui, c'est lui qui avait ses ustensiles. Il faut fournir les couteaux. Des fois, il fournissait la vaisselle. Ils avaient parce que dans les maisons, tout le monde n'avait pas de la vaisselle pour 80 ou 100 personnes. Merci pour ces sujets, Jean-Pierre. Il n'y a pas de quoi. Qui font écho finalement à l'activité. Traiteur hier, traiteur aujourd'hui. En tout cas, on se rend compte qu'en cette période de crise, c'est un bon moyen aussi de pouvoir profiter d'un bon repas. Peut-être à domicile, c'est une belle alternative. Oui, c'est ça. Alors, pour mes confrères en restauration, c'est compliqué pour tout le monde. Après, je sais pas, si les gens m'appellent pas forcément pour... Je pense qu'ils osent pas m'appeler pour 2, pour 4, pour 6. Bon, c'est de toute manière une logistique qui est compliquée. Je l'avais fait une fois pour une dame enceinte, mais c'était très exceptionnel. J'étais touché aussi par son histoire. Mais oui, on a hâte qu'on puisse de nouveau faire des fêtes, de nouveau participer à tout ça. On y croit en tout cas. Mais oui. Miamzelle Margot, merci beaucoup. Merci de votre venue. Et puis merci les Jean-Pierre. C'est déjà la fin de notre émission, mais il y en aura d'autres. Alors on va se dire à bientôt. À bientôt. À bientôt.